Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le deuxième webinaire NEOS de l'année qui s'intitule « La donnée, une ressource brute à exploiter grâce à la science des données et l'intelligence artificielle ». Je m'appelle Samir Ramoun, je suis chargé de compte chez le groupe NEOS et je serai l'hôte du webinaire d'aujourd'hui. Avant de débuter, comme à l'habitude, j'aimerais passer en revue 3 points concernant le déroulement de la session. Donc, premièrement, comme on vous l'a mentionné par courriel, il y a une séance de questions-réponses qui a été prévue à la toute fin du webinaire. Donc, Maxime, qui est l'orateur d'aujourd'hui, a proposé de poser vos questions donc, en direct. Donc, si vous voyez s'il y a des éléments qui vous interpellent ou que vous aimeriez obtenir plus d'informations sur une diapositive que Maxime est en train d'aborder, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. On va les relayer directement à Maxime pour qu'il y réponde et qu'on puisse entamer ces discussions ensemble. Deuxièmement, le visuel et l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui vous seront partagés dans les prochains jours pour que vous puissiez vous y référer. Ça va vous être envoyé automatiquement par courriel. Et dans un troisième temps, si on manquait de temps ou des questions vous venez en tête une fois que le webinaire est terminé, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@groupeneos.com. Donc, l'adresse courriel vous sera présentée à la toute fin. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Maxime Guy, qui est scientifique de données en chef chez le groupe NEOS. Donc, Maxime va se présenter vraiment dès le début du webinaire, mais à titre informatif, Maxime est bachelier donc, de l'Université de Sherbrooke en mathématiques et il possède une maîtrise en intelligence d'affaires au sein de la même université. Donc, son expérience et son ADN entrepreneurial sont vraiment des atouts pour le groupe NEOS et Maxime est très heureux aujourd'hui de vous présenter son premier webinaire depuis son arrivée chez nous. Donc, un gros merci, Maxime, d'avoir préparé ce webinaire pour nous aujourd'hui. Sans plus tarder, messieurs, dames, je vais lui céder la parole. Donc, Maxime, à toi l'honneur. Bon webinaire à tous. Excellent. Merci beaucoup, Samy. Je vais faire apparaître mon visage à l'écran pour qu'on puisse tous, du moins vous puissiez tous me voir. J'ai l'opportunité, pas l'opportunité, mais j'ai pas la chance aujourd'hui de pouvoir tous vous voir et tous, mais n'empêche, je suis très content d'être présent ici pour vous discuter et jaser et présenter comment on peut capitaliser et utiliser notre donnée à l'aide des méthodes de la science des données. Comment on peut s'assurer qu'on va tirer le plein potentiel et maximiser, extraire toute l'information qu'il peut contenir. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec les objectifs de la présentation aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais que vous ressortiez de cette présentation aujourd'hui, ce matin en fait. Donc, c'est vraiment 2 objectifs que je me suis mis ce matin pour vous présenter. C'est vraiment de mettre sur pied une approche simple et logique afin d'identifier les opportunités de projets d'intelligence artificielle et sciences des données qui sont ancrés à la stratégie de votre organisation. Ça, c'est le point qui est très important ici, c'est là ancré. Puis ça va être un fil conducteur tout le long de la présentation. J'ai expliqué plus en détail pourquoi par la suite, puis comment en arriver à faire en sorte qu'on est toujours reliés, qu'on travaille tous dans la même direction. Deuxième objectif qu'on se donne aujourd'hui, c'est identifier les éléments nécessaires pour démarrer et assurer le succès des projets identifiés. Donc, comment mettre en place les premières pierres, puis comment commencer à accrocher ces initiatives-là qu'on a identifiées, qu'on a priorisées. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre en branle pour commencer à les exécuter? Donc, c'est ça aujourd'hui le but de l'objectif de la présentation, c'est vous équiper de ces outils-là pour être en mesure d'avoir ces réflexions dans vos organisations en fonction de vos stratégies et des initiatives que vous voulez mettre en branle pour assurer le succès. Ceci étant dit, on va commencer par un peu se présenter. Donc, Samy a fait un peu un avant-goût. Donc, je vais prendre le temps de présenter un peu plus le groupe NEOS, qui sommes-nous, et un petit peu plus ma personne et mon rôle de scientifique de données en chef. Donc, une mission qu'on se donne au groupe NEOS, c'est vraiment, nous aidons nos partenaires à extraire le plein potentiel de leurs données. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. On veut vraiment arriver chez nos partenaires, nos clients, puis de pouvoir les aider à capitaliser sur cette ressource brute qu'est la donnée, la raffiner pour être en mesure d'en tirer le plein potentiel. Plus concrètement, qui sommes-nous vraiment? C'est 3 pôles que nous sommes au groupe NEOS, puis le groupe NEOS se divise aussi en 2 entités. Donc, là, ce que vous voyez devant vous sont les 3 pôles de l'entité
du côté beaucoup plus consultatif service conseil. Donc, on a toute une branche de service conseil avec une expertise qu'on possède en intelligence d'affaires, en apprentissage automatique et en migration et fonds nuagiques. Donc, la donnée, on en mange. C'est ça notre dada, c'est vraiment d'aider les organisations à capitaliser, à mettre en place les infrastructures, les entrepôts de données, par la suite, comment on peut tirer plein potentiel à l'aide de rapports, de dashboards, de visuels, de visualisation de données, par la suite, pousser la machine encore plus loin sur l'intégration, par la suite, avec des algorithmes de machine learning qui vont être utilisés en fonction du problème d'affaires qui est énoncé par nos partenaires. Puis tout ça, bien entendu, on peut aussi aider nos partenaires à migrer vers l'info nuagique. Nous sommes partenaires Gold, Cloud et Analytics avec Microsoft. Et le deuxième volet de notre organisation est un volet aussi très intéressant qu'on appelle le côté Venture. Donc, où on fait du développement et du co-développement de produits. De produits, pas physiques, bien entendu, mais de produits où on vient aider les organisations à capitaliser leurs données. Donc, c'est vraiment des produits avec la donnée au cœur, puis comment on peut tirer plein profit en utilisant des techniques, soit d'apprentissage automatique, soit de machine learning en fonction du besoin et du produit sur lequel on tente de développer ou co-développer avec nos partenaires. Donc, ceci fait un peu un sommaire du groupe NEOS. Et par la suite, plus de ma personne, moi, on va être un petit peu égoïste pendant 3 secondes. Donc, Samy a déjà fait mention tout à l'heure de qui suis-je, hein? Bachelier en maths, en stats, stratégie d'intelligence d'affaires, plus d'une dizaine d'années d'expérience à Montréal, dans le monde de l'analytique et de la science des données, hein, dans le monde de la fidélisation. J'ai fait de la consultation aussi en BI avec d'autres firmes. Donc, vraiment, mise en place d'initiatives. Mon dada, c'est vraiment ça ici, c'est faire des feuilles de route, conception, exécution de ces feuilles de route stratégiques-là pour vraiment aider les organisations à tirer de plein profit à l'aide de l'analytique, sciences des données, apprentissage automatique. Donc, mon champ d'expertise ne se limite pas à la science des données. Le BI aussi est quelque chose que je suis en mesure de supporter et d'accompagner les organisations. Mais plus spécifiquement, mon rôle au groupe NEOS, c'est vraiment d'aider à définir la vision, le positionnement de notre expertise en intelligence d'affaires et en sciences des données. On sait que c'est un monde qui est en effervescence depuis plusieurs années. Donc, comment nous, on se positionne, puis comment nous, on peut aider nos organisations à profiter de ce domaine qui est en pleine effervescence. On définit aussi la stratégie d'exécution de nos projets. Donc, c'est une chose de parler de vision, mais aussi plus concrètement dans nos projets. Mais encore plus concrètement que ça, je ne fais pas juste parler de faire des beaux PowerPoint dans tous mes jours. Je roule mes manches puis je participe aussi à l'exécution des projets. Donc, je n'ai pas d'enjeu à venir écrire des lignes de code ou faire des beaux visuels pour supporter nos clients. Donc, c'est toutes les différentes sphères d'activité chez le groupe. Donc, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons directement dans le vif du sujet sur comment identifier un projet. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense que j'étonne personne en disant que la science des données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique sont des domaines en pleine effervescence et de plus en plus démocratisés à travers nos organisations. Mais avant d'être en mesure d'arriver à ce stade-ci, donc qui est un stade de raffinement un peu plus avancé dans l'exploitation de nos données, mais comment on peut s'aider à identifier ces projets-là pour être en mesure par la suite d'exécuter puis s'assurer que les tout soient bien ancrés, parce qu'on l'a vu, hein, ça ne date pas d'hier, les tripes technologiques, il y en a eu depuis la nuit des temps dans le monde des TI, dans le monde de l'intelligence d'affaires et maintenant la science des données. Donc, comment on peut s'assurer, comment on peut s'équiper d'un framework, d'une méthodologie pour être en mesure d'aller de l'avant et de s'assurer que nos projets vont être, tirer des bénéfices et avoir un retour sur l'investissement sur notre stratégie. Mais avant même d'en arriver là, je vais mettre quelques bases sur la table. Donc, pour être en mesure de l'exploiter, on ne se le cachera pas, ça nous en prend de la donnée. C'est sûr que si on veut faire de la science des données et qu'on n'a pas d'informations, on n'a pas de données dans nos organisations, on n'ira pas bien loin. Ça paraît évident, mais je voulais quand même le mettre là sur place pour avoir eu des discussions avec des organisations où ça arrive fréquemment encore aujourd'hui. Donc, quelques checkmarks ici, sans trop rentrer dans le détail, c'est juste commencer à penser, c'est quoi les sources de données que notre organisation a-t-elle accès? La fréquence à laquelle ils sont rafraîchis, est-ce que c'est quelque chose qui est rafraîchi journalier ou à chaque semaine, ou c'est quelque chose, c'est un don de données qu'on reçoit chaque mois? Ça va affecter aussi la manière qu'on va vouloir mettre en place nos solutions.
la qualité des données que vous mettez en confiance. Donc, c'est sûr, hein, on ne se le cachera pas, garbage in, garbage out. Donc, est-ce qu'au moins on s'assure que ce qui arrive est de qualité ou on peut le mettre de niveau de qualité satisfaisant et la donnée est-elle à un stade exploitable ou encore dans un format brut? Hein? Si c'est directement vos systèmes sources, il y a quand même du travail à faire en amont parce que ça nous prend de bonnes fondations. De bonnes fondations sont nécessaires. Là, ici, je ne réinvente pas la roue, mais ça aide bien à mettre la table pour la suite des discussions que je vais avoir avec vous aujourd'hui. C'est vraiment, comme vous pouvez le voir, l'apprentissage machine et la science des données arrivent vraiment plus à la fin de cette exploitation, de ce raffinement de la donnée qu'on a dans nos organisations. Donc, c'est vraiment de partir des données brutes. Hein. On veut commencer à au moins avoir de la donnée nettoyée, faire des rapports, faire de l'intelligence d'affaires, donc et la suite logique par la suite. Et on rentre par la suite dans le domaine de la science des données, l'apprentissage machine. De plus en plus, on raffine notre expertise et on raffine l'information, on raffine notre donnée, on raffine l'information que celle-ci nous donne en échange. Parce qu'on est en mesure de prédire les ventes. Mais avant de prédire les ventes, il faut être en mesure de comprendre comment nos ventes interagissent, qui achète quoi. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'informations-là qu'il faut pour aller vers la science des données, l'apprentissage machine. Et éventuellement, en quelque sorte, aujourd'hui, le Saint Graal, qui est vraiment des systèmes autonomes. Je pense que l'exemple le plus simple est les voitures Tesla qui se conduisent de par eux-mêmes, donc en termes de système autonome, mais il y a d'autres systèmes autonomes qui peuvent exister dans vos organisations que vous n'avez peut-être pas conscience, qui pourraient exister, pardon, devrais-je dire. C'est des systèmes qui peuvent, par exemple, prenons le monde du marketing, de la fidélisation, où ce qu'on peut arriver et se dire, bon, ben, je suis capable de prédire le comportement de mes clients, puis je suis capable d'optimiser c'est quoi la meilleure offre ou la meilleure action que je dois prendre pour continuer à assurer la fidélisation de mes clients. Donc, vous voyez, des systèmes autonomes, ça rentre dans le concept de système autonome ici, où est-ce qu'on peut continuer à aller de l'avant et continuer à laisser le système opérer de par lui-même et tenter d'optimiser et maximiser les bénéfices. Donc, c'est tout ça ici, on part du début, on monte la chaîne. Mais comment on s'assure qu'on va dans la bonne direction? Comment on s'assure que ça apporte des bénéfices à notre organisation? Bien, c'est là qu'on revient à ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Ça nous prend une stratégie de l'organisation. Il faut qu'on soit arrivé avec la stratégie de l'organisation. C'est sûr et certain, si on fait ça pour le trip de dire je veux de l'AI, je veux de la science des données, ça ne fonctionnera pas ou on a très peu de chances de succès de l'organisation. Pour cette initiative-là, puis qu'est-ce qui se passe? On brûle des ponts qui vont être très durs à reconstruire par la suite parce que, bon, les investissements en temps et en argent ont été faits, les bénéfices n'ont pas été là, ça a été survendu. Donc, l'approche qu'on prend toujours de notre côté, que ce soit en intelligence d'affaires ou en AI ou en sciences des données, c'est toujours de s'ancrer à la stratégie de l'organisation de notre client ou de notre partenaire. C'est vraiment se dire, c'est quoi l'enjeu, puis comment on peut arriver à mettre en place une solution qui va permettre de résoudre l'enjeu ou la problématique ou au contraire permettre à l'organisation d'avancer, d'aller de l'avant dans sa stratégie. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire ici. Puis, j'ai développé une structure qui va pouvoir nous aider à raffiner cette pensée-là sur comment s'assurer que cette évolution-là se fait toujours en lien ancré avec notre stratégie d'organisation. Donc, c'est sûr, ici, là, on va commencer à zoomer plutôt sur sciences des données, apprentissage machine pour cette stratégie-là, mais rien ne l'empêche, rien n'est impossible d'être fait aussi avec l'intelligence d'affaires ou quoi que ce soit, mais non, ça s'assure toujours qu'on reste bien ancré. Donc, plus concrètement, comment on identifie ces opportunités? Donc, on part de la stratégie de l'organisation, on a notre stratégie d'organisation qui va se découler dans nos départements. Et par la suite, bien, ce département-là va avoir une stratégie pour venir supporter celle de l'organisation as a whole. Donc, on veut augmenter les ventes, on veut réduire les coûts. Et comment chaque département va contribuer à leur façon à atteindre cet objectif-là. On veut augmenter notre position sur le marché. Donc, les exemples ici sont très vagues, parfois ça peut être un peu plus spécifique, mais c'est juste pour bien comprendre ici le lien qu'on tente de faire entre l'organisation as a whole, parce que ce que notre président, notre CEO va nous dire comme stratégie qu'ils veulent mettre en place et comment ça se découle à chacun des départements par la suite. Et il faut avoir une compréhension de la stratégie du département. Donc, déjà, en partant, il faut s'assurer que notre stratégie du département soit bien ancrée à notre stratégie globale.
Donc, si on veut augmenter les ventes, bien, quelle est la stratégie du département de marketing ou pour augmenter les ventes, par exemple, dans notre organisation? Donc, on va commencer à détailler, à mettre sur papier cette stratégie-là plus focusée, plus zoomée dans notre carré de sable de département ou de business line, dépendamment de comment votre structure est mise en place. Par la suite, mais quand on va commencer à mettre cette stratégie-là en place, quand on va la mettre sur papier, commencer à penser, OK, comment on peut y arriver, on va définitivement se rendre compte qu'il y a certaines choses qu'on n'est pas en mesure de faire maintenant. Il y a des enjeux qui vont ressortir qui vont nous empêcher de mettre en place une stratégie parce qu'il nous manque, on n'a pas cette capacité-là, on n'a pas cette fonctionnalité-là dans notre organisation de pouvoir identifier nos clients les plus engagés. J'ai quelques exemples par la suite qui vont venir aider à ancrer davantage ce que je vous explique aujourd'hui. Donc, vraiment rentrer dans cette perspective-là. Et par la suite, une fois qu'on a notre enjeu, là, on va continuer à zoomer davantage. On va commencer à dire j'ai un enjeu. Mais quel est l'objectif que je devrais mettre en place pour tenter de résoudre cet enjeu-là? Et un enjeu peut découler à plusieurs objectifs. Ce n'est pas juste une ligne droite nécessairement. Ça peut générer une certaine arborescence. Mais tout de même, la logique reste la même. C'est toujours de dire j'ai ma définition de l'objectif. Donc, je sais d'où je pars aujourd'hui. Donc, je sais, voici l'objectif qu'on tente de résoudre. Mais en même temps, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais ça vaut la peine d'avoir cette discussion dès le départ, de se dire quelle est la définition du succès? Qui me permet de mettre un checkmark à la fin, de dire j'ai réussi, c'est fait. Hein? On a atteint notre objectif, donc on a résolu notre enjeu, donc on a supporté notre stratégie. Donc, vous voyez, là, tout remonte là, naturellement en haut. Puis, pourquoi cet objectif et résultat-là? Parce que l'objectif devient en quelque sorte notre point de départ. Et le résultat devient à ce moment-ci notre poteau au loin là, pour la direction qu'on s'en va. Donc, on sait qu'on doit se rendre dans cette direction-là. On sait que c'est à gauche qu'on s'en va et non à droite. Mais ça ne veut pas dire que ça va être un chemin, une ligne droite pour s'y rendre, là, pour combler le manque, pour combler le gap entre notre objectif et notre résultat. Ça va être un chemin qui va probablement osciller, zigzaguer, prendre un petit détour pour se rendre, mais au moins, on va toujours ramer dans la bonne direction. C'est ça qui est important ici, pour s'assurer qu'on sait au loin où on s'en va, même s'il faut qu'on prenne un petit détour. Et le petit détour pourrait être pour mille et une raisons. Ça peut être dû à technologie, humain, d'autres priorités qui font en sorte qu'il faut qu'on shift un peu notre focus à travers l'organisation, mais tout de même, on sait où on s'en va, puis on a mis clairement ça sur papier, puis tout le monde va savoir clairement, on s'en va tous par là. Ça ne va pas être un non-dit. En citant l'objectif, on ne va pas juste dire bon, ben c'est clair comme d'eau de roche que ça va effectivement être ça le succès de cet objectif, mais il faut l'écrire, il faut le mettre sur papier. Parce que c'est comme ça, il n'y a pas de confusion. Si tout le monde est aligné, voici, là, sur un tableau blanc, tu as tous ces enjeux, tu as tous ces différents niveaux-là. Ben là, c'est clair par la suite. Là, les différents membres de l'organisation, du département peuvent les prendre par la suite. Puis commencer à mettre en branle les actions concrètes, tactiques, pour commencer à atteindre l'objectif, à atteindre l'objectif qu'on s'est mis en place pour la suite. Donc, comment on l'applique par la suite? Mais comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure un peu, on passe par la suite à différents départements. On a notre stratégie d'organisation qui découle dans notre département de marketing, finance, les ventes, ressources humaines, l'ingénierie, dépendamment du type d'organisation dans laquelle on se trouve. Et ça fait en sorte qu'on arrive avec une stratégie, enjeux, objectifs pour chacun de nos départements. Puis par la suite, on va arriver avec une liste de projets à prioriser. Donc, cette liste de projets à prioriser va être par la suite définie en fonction de nos investissements qu'on peut faire, de notre expertise qu'on a en place. Le retour sur investissement, est-ce qu'il y en a qui semblent être plus élevés que d'autres? Donc, c'est là qu'on va mettre une liste de prioriser. Puis ici, comment les projets vont être attaqués, bien, là, ça va dépendre aussi de votre organisation. Est-ce que vous avez des fonctions centrales qui vont s'occuper à mettre en place ces projets-là, ou si c'est chaque département qui s'occupe un peu de par eux-mêmes de faire les départements, les départements s'occupent de faire les projets. Mais ceci, ça n'empêche pas le fait que c'est pas seulement un silo, hein, c'est pas chaque finance, marketing, ressources humaines qui ont leur propre projet puis ils ne parlent pas à personne d'autre. Non, au contraire, là, il y a définitivement des overlaps qui peuvent se faire entre projets, un projet marketing et finance qui touche aux deux départements en même temps.
Mais tout de même, il va toujours avoir en quelque sorte un business sponsor. Est-ce que c'est marketing qui a besoin de finances pour réussir son objectif ou vice-versa? Donc, c'est comme ça qu'on devrait commencer à essayer de mettre en place pardon, nos stratégies, puis comment mettre en place, s'assurer qu'il y a un ownership, puis qu'il y a un sponsor de notre projet pour assurer qu'il est toujours bien ancré. Puis s'il y a des pivots à faire, on sait qui peut prendre la décision pour pivoter, pour ajuster en fonction des changements qui peuvent survenir au courant de l'année ou au fur et à mesure que le projet découle. C'est bien beau tout ça sur théorie, le papier, hein, c'est bien le fun, mais j'ai quelques exemples. J'ai 2 exemples pour essayer de mettre, d'ancrer, de mettre en place vraiment la logique derrière ce que je propose ici et ce que j'amène à la table. Donc, en termes de gestion de projet, prenons un exemple. On est gestionnaire de projet. On a une stratégie de notre département, donc qui est d'améliorer la gestion de notre portefeuille d'investissement, parce qu'on veut augmenter la réactivité en cas de changement majeur. Rien de nouveau ici, hein, on l'a vécu il y a 2 ans. Donc, comment on peut pivoter et s'assurer qu'on va continuer à maximiser, sachant qu'on n'a peut-être plus les mêmes capacités pour être en mesure d'investir ou de continuer à faire avancer nos projets au même niveau d'investissement parce qu'on n'a pas autant de revenus qui rentrent à ce moment-ci où les priorités doivent changer à cause des différents changements qu'on a sur le marché. Un des enjeux qu'on a, c'est que l'équipe n'est pas en mesure d'établir rapidement cette vue d'ensemble. Donc, si par exemple, le COO arrive et dit qu'est-ce qui se passe, de quoi ça a l'air, c'est quoi les interactions entre mes projets, lesquels il faut que j'arrête, lesquels influencent lesquels, parce que des fois, il y a des projets qui sont mis, qui doivent être faits avant d'autres. Donc, comment on peut établir ça? Puis leur stade de développement. Est-ce qu'il y en a un qui est rendu trop loin dans son stade de développement? C'est des pertes. Parce que des pertes trop majeures de le retirer versus ce qui reste pour le compléter. Donc, on arrive avec un objectif, c'est d'identifier là où les projets arrêtés afin de réduire nos coûts et avoir un impact minimal sur notre positionnement. Donc, on ne veut pas du jour au lendemain qu'on arrête puis que toutes les capacités qu'on voulait mettre en place, toutes les fonctionnalités d'affaires qu'on voulait développer, ça s'écroule complètement à cause qu'on a stoppé le mauvais projet, par exemple. Puis le résultat, c'est un impact minimal sur le ROI estimé du portefeuille. Donc, comment qu'on arrive à assurer qu'on n'a pas un impact. On sait où on s'en va, on sait où qu'on va. Puis par la suite, plus tard, je vais expliquer comment on peut l'attaquer par la suite, comment on peut attaquer ce problème-là, puis c'est quoi aussi les outils qu'on a dans notre boîte à outils du scientifique de données pour être en mesure d'atteindre cet objectif. Second exemple, un exemple qui peut être plus parlant ici, qui est un exemple du côté marketing. Donc, on veut fournir une expérience personnalisée à tous nos clients, maximiser l'engagement à travers des offres, promotions, communication pertinente, donc des stratégies qui sont très remises aujourd'hui. Mais cependant, c'est un des enjeux qu'on a dans l'organisation, c'est que c'est impossible de déterminer c'est qui nos clients les plus engagés pour élaborer cette bonne stratégie pour maximiser leur niveau d'engagement. Donc, on veut s'assurer qu'ils restent engagés, qu'ils restent en top of mind. Donc, on veut s'assurer que ça reste toujours de l'avant. Un des objectifs à ce moment-là, ça serait de dire, OK, on a pris la décision dans l'organisation de dire, ici, ce qu'on veut faire, c'est maximiser le montant qu'un client dépensera chez nous durant les 6 prochains mois. Donc, on veut s'assurer que cet engagement-là, donc cet engagement monétaire ici, reste toujours au maximum dans un horizon de 6 mois. Donc, on va toujours travailler sur un horizon de 6 mois ici. Ça peut être un horizon de 3, 12 mois ici. Ça importe peu pour le besoin de l'exemple. Par la suite, mais une fois qu'on sait qu'on veut maximiser ça, mais là, ici, c'est assez évident. Hein? Je pense que même comme je disais tout à l'heure, même si ça paraît clair comme de l'eau de roche, on veut tout de même indiquer que c'est la hausse de la dépense moyenne par client durant les 6 prochains mois. Donc, il faut qu'on atteigne cette hausse-là. Puis on pourrait quantifier cette hausse-là supplémentaire. Est-ce qu'on veut une hausse de 20, 10, 15%, par exemple, de dépenses moyennes par client? Donc là, vous commencez à voir le plus concrètement comment cet entonnoir se met en place pour être en mesure d'arriver avec des quoi de concret sur lesquels on a quelque chose qu'on peut prendre en action. Et par la suite, c'est rien de nouveau ici, on veut les prioriser. Hein, parce que si on arrive avec un investissement sur mon projet, mon gestionnaire de projet, mon équipe marketing arrive avec ces projets-là, puis ils disent voici ce qu'on a en place, voici ce qu'on doit faire, mais comment à ce moment-ci, on est en mesure de s'assurer qu'on le part. Hein. Ici, c'est pas rien de nouveau en termes de matrice de priorité, en termes de bénéfices et complexité. Hein. Si je le prends en termes de complexité, ça peut être, si on prend un chapeau AI, c'est de dire à quel point que l'initiative qu'on a en place ici, il faut aller dans des technologies très avancées et de pointe, où il faut même faire de la recherche et développement.
Alors que de l'autre côté, c'est se dire à quel point que notre objectif est aligné, puis à quel point qu'on va en tirer, à quel point est aligné, puis va nous permettre d'avancer dans notre stratégie. Est-ce que cet objectif-là va nous faire faire un pas, deux pas dans la direction de notre stratégie, ou au contraire, va nous faire faire un saut d'une quinzaine de pas à l'avant? Donc, c'est comme ça ici qu'on peut prioriser en fonction des KPI et des critères de notre organisation, puis de la stratégie qu'on se met en place. Donc, rien de nouveau ici à ce moment-ci. Sur la priorisation, mais tout de même, c'est la dernière étape avant de rentrer dans la prochaine étape, qui est vraiment de démarrer le projet identifié. Donc, on a identifié nos projets, on a priorisé, on a notre liste. Là, on se dit, OK, on part avec, on a nos 10 projets, on sait lequel qu'on veut attaquer en premier, on est capable de faire le deuxième en parallèle. Donc là, on commence à avoir un plan de match, on a fait notre planification, on sait où on veut mettre nos dollars et nos efforts pour notre organisation. Donc, que doit-on faire? Après la planification, il faut l'exécuter. Donc, les données, c'est essentiel, mais il faut une expertise nécessaire et une infrastructure pour être en mesure de l'exploiter à l'aide de l'IA et de la science des données. C'est pas tout le hype qu'on a eu des différents vendeurs là, à travers les dernières années sur c'est acheter notre produit, vous allez avoir l'IA, ça va être facile d'en tirer tous les bénéfices. Ce n'est pas aussi simple que de s'engager 2-3 scientifiques de données, les cacher, les mettre dans un coin avec un ordinateur, puis ben du Red Bull, puis les laisser aller, puis programmer. C'est bon quand on veut. Ça peut être bon quand on veut tenter de voir est-ce qu'il y a des bénéfices, mais lorsqu'on veut scaler, lorsqu'on veut augmenter nos performances et lorsqu'on veut se rendre à un stade où on est capable de faire en sorte que c'est ancré à notre stratégie, bien, ça prend un peu plus d'expertise. Ça prend un peu plus ça prend une infrastructure aussi plus solide que juste quelqu'un qui travaille localement ou sur une machine virtuelle un peu isolée du reste de l'organisation. Donc, vous allez peut-être voir ça ici puis vous dire wow, Max, c'est gros, qu'on ne sera jamais capable de faire un projet en IA ou en sciences des données où on apprend de changer machine parce que je n'ai pas toute cette expertise-là. Bien entendu, ici, il faut faire attention, c'est pas toutes les expertises sont nécessaires, sont impliquées dans tous les projets qu'on va faire dans notre organisation en IA, sciences des données. Je veux dire, certainement un scientifique de données, certainement un analyste d'affaires, des ingénieurs de données, ça reste et même des gestionnaires de projets, ça reste des gens qui sont core à toute initiative qu'on veut mettre en place. Hein. L'analyse d'affaires pour bien assurer que les requis qu'on tente, les requis d'affaires sont bien capturés, sont bien transmis à nos équipes de développement qui peuvent s'assurer qu'ils vont développer le produit ou la solution en conséquence. Scientifique de données pour développer la solution, l'algorithme qui va être l'engin, qui va être le cœur de la solution, les ingénieurs de données pour s'assurer qu'on peut prendre nos données, amener ça à notre solution. Et puis, gestionnaire de projet pour s'assurer que tout se passe bien. Hein. Faut pas, des projets en sciences des données, ça ne se fait pas magiquement. Hein. Les concepts pardon, tous nos concepts de gestion de projet restent encore valides, ne vont pas complètement disparaître. Donc, mais les autres expertises d'assurance qualité, des ingénieurs DevOps, des experts du domaine, les architectes de données, etc., tout dépend par la suite de comment on veut animer le projet dans le reste de l'organisation, dans le reste de notre infrastructure. Donc, prenons l'exemple de développeur front-end. Si par exemple, on a un modèle qui tente de prédire les ventes de nos clients dans les 6 prochains mois, comme l'exemple que je disais tout à l'heure, bon, mais la prédiction va être effectuée à chaque semaine. On va effectuer une prédiction pour les 6 prochains mois, ou au contraire, à chaque mois, on fait la prédiction au niveau du mois. Puis par la suite, cette information-là est retournée dans l'entrepôt de données que nos analystes de données, par la suite, nos équipes marketing peuvent utiliser et consommer un peu de façon libre-service pour aider à les planifier leur stratégie et à s'assurer qu'il y a un bon suivi de la planification de leur stratégie. Donc, le développeur front-end n'est pas nécessaire ici, mais si on a besoin, par exemple, d'avoir quelque chose qui est live sur un portail, qu'on rentre quelques informations, par exemple, prenons un exemple d'un centre d'appel, je veux savoir si la personne avec qui je discute, en fonction des informations qu'il me donne,
va être éligible à une offre spécifique. Ben, je peux rentrer les informations, peser sur Enter, puis la personne va me donner, ben, voici l'offre qu'on devrait donner pour maximiser les chances que le client reste fidèle avec nous. Ben, ici, il va peut-être falloir avoir un développeur front-end pour justement développer cette interface nécessaire pour ce cas spécifique. Donc, c'est vraiment du cas par cas en fonction d'une fois qu'on a notre objectif, notre solution, comment elle va être déployée. Ben là, on va commencer à mettre sur papier les expertises qu'on a besoin. Puis aussi, il ne faut pas oublier, une personne peut porter plus qu'un chapeau, bien entendu. Peut-être que ton ingénieur de données aussi est en mesure de faire du DevOps, ton architecte de données, peut-être qui a un rôle de données et de système se chevauche en fonction de comment l'organisation est mise en place. Quelqu'un qui fait du QA, c'est peut-être l'analyse d'affaires qui fait le rôle du QA aussi. Donc, ce n'est pas juste nécessairement un projet, ça prend 12 personnes, c'est juste assurer qu'on a au moins l'expertise en place puis le bon niveau d'expertise recherché pour le projet. C'est ça aussi qu'au fur et à mesure que vous allez en faire, au fur et à mesure que vous allez développer, construire vos muscles en quelque sorte, ben c'est sûr qu'au fur et à mesure, ça va paraître moins, ça va juste être devenir un réflexe d'avoir en place cette expertise-là, puis on va rapidement savoir où ce qu'il y en est. Puis c'est le cas aussi où ce que c'est le cas aussi où ce que des firmes comme le groupe Neos viennent vous accompagner puis vous aider à mettre en place cette expertise puis vous assurer que vous pouvez vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir au succès de votre projet. L'expertise, c'est une chose aussi, hein, comme l'autre côté, il y a tout l'aspect infrastructure. Ben, ça prend un niveau d'infrastructure, ça prend un entrepôt lac de données, donc ça prend notre geyser, hein, ça prend notre filon à exploiter de données qu'on peut par la suite connecter nos pipelines pour commencer à raffiner et avoir l'information pour asseoir nos modèles par-dessus. Ça prend des environnements de développement et d'entraînement de modèles. Puis des environnements pour la mise en production de ces modèles-là. Juste ces deux aspects-là en soi pourraient être le webinaire d'un autre sujet, le sujet d'un autre webinaire qui pourrait être 1 heure. Tout ce qui est comment mettre en place cet environnement de développement pour vous aider à avoir un sandbox pour entraîner les modèles, construire les algorithmes. Et par la suite, comment on fait cette mise en production-là. Parce qu'on ne veut pas arriver au last mile problem, arriver de dire on a des beaux modèles, tout est fantastique. Nos scientifiques de données ont travaillé pendant 3, 4, 6 mois pour construire ça. Puis on arrive et on dit bon, ben, on n'est pas capable de le mettre en place. Puis j'ai déjà vu et entendu des histoires d'horreur où ce que les scientifiques de données ont construit les modèles, ont construit on fait tout le travail qu'il y avait à faire, puis quand il y a eu le temps de les mettre en production, ben, ça a pris un autre 6 mois avec le modèle soit mis en production par les contraintes, les enjeux, la complexité de l'écosystème dans lequel le modèle était tenté d'être déployé. Donc, il faut penser en amont en même temps qu'on développe. Est-ce qu'on va être en mesure de supporter le déploiement de ce qu'on souhaite faire? Parce que sinon, on va arriver, après avoir investi tout ce temps-là, tout cet effort-là, on va arriver, on va dire, shoot, je ne suis pas en mesure de le faire. Puis après ça, tous nos parties prenantes, tous nos stakeholders vont être fâchés parce que là, on est rendu au stade comme, bon, ben, on a investi tant d'argent, tant d'efforts, puis on n'est pas capable d'en tirer des bénéfices, puis on n'est pas capable de se rendre jusqu'à la fin du processus. Donc, dès le début, il va falloir s'assurer puis mettre en place ces différents environnements-là, puis mettre en place aussi un processus de déploiement de modèles. Donc, des modèles ont en quelque sorte une date d'expiration implicite. Donc, si les comportements sur lesquels on a assis nos modèles pour tenter de prédire les comportements futurs, si on a construit nos modèles sur des comportements de clients et du jour au lendemain, ces comportements de clients-là changent. Encore une fois, je pense au risque de paraître comme un disque qui saute, la COVID est venue faire complètement chambouler, virer sur le top les modèles qui étaient en place chez bien des organisations parce que du jour au lendemain, presque instantané, les clients leurs clients, leur façon de travailler, tout l'environnement du marché a complètement changé. Donc, ça a complètement changé la donne, puis les modèles n'étaient pas en mesure de prédire des cassures aussi significatives. Donc, il faut faire un réentraînement. Puis encore là, l'enjeu qu'on avait ici, puis que probablement que les gens ont encore un peu, c'est on n'a pas de données dans le nouvel environnement qu'on opère, puis lequel on opère aujourd'hui, qui permet de prédire les comportements futurs à ce moment-ci. Donc, il faut vraiment bien s'assurer que ces processus-là sont en place pour le déployer, pour être en mesure de rapidement réagir
dans ces cas-là de changement où on voit la performance dégradée. Donc, ça fait en sorte qu'il faut être en mesure de suivre cette performance-là de nos environnements. Donc, c'est là que les environnements analytiques et l'intelligence d'affaires, c'est là que l'information de la performance du modèle, donc les métadonnées du modèle peuvent ressortir, puis on peut asseoir des rapports, des dashboards pour suivre si oui ou non il faut prendre action et réentraîner nos modèles, ou il faut faire pas juste un réentraînement, il faut qu'on ouvre le hood et qu'on ait vraiment changé une pièce à même le modèle. Donc, ça, c'est un peu ce que ça prend pour aller de l'avant. Une autre chose, puis Rome ne s'est pas construite d'un jour. Je pense que ça résume bien ma pensée ici. C'est pas pour faire peur aux gens, pour dire ça prend absolument. C'est pas pour faire peur ici que ça vous prend absolument tout ce qu'il faut, ça vous prend absolument toutes ces étapes-là pour faire un modèle en place, pour mettre un modèle, pour mettre l'IA dans votre organisation, mais c'est en quelque sorte un peu votre checklist. Vous voyez ça comme les pilotes d'avion. Hein. Les pilotes d'avion fonctionnent beaucoup avec des checklists. Donc, vous avez une checklist. Il faut juste s'assurer, est-ce qu'on a ces éléments-là en place ou est-ce qu'on est rendu aux différents stades? Est-ce que j'ai fait mon business case? Est-ce qu'on a notre planification de projet? Est-ce qu'on a communiqué et vendu notre projet à l'interne? Hein? On a-tu le buy-in où on pousse à contre-courant pour essayer de le faire avancer? Ces aspects-là, par exemple, devraient être faciles à faire si on a bien arrimé, comme je l'ai présenté au tout début, notre stratégie avec notre initiative, avec notre stratégie. Donc, ces 4 éléments-là, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être un travail de 6 mois pour faire ces 4 éléments-là. Au contraire, il est déjà entamé ce travail-là en amont avec le fait qu'on a assuré qu'on a aligné stratégie et qu'on a aligné stratégie et nos objectifs. Là, par la suite, on rentre plus dans les aspects concrets. Est-ce que j'ai fait l'acquisition de données? J'ai préparé mes données? On effectue le modèle. Donc, c'est commencer à descendre dans notre checklist par la suite. S'assurer l'adoption du modèle. Il ne faut pas négliger la gestion du changement en modèle. Pardon. Quand on met en place des initiatives du genre, parce que les gens vont voir ça comme voici une initiative, une situation qui va venir complètement prendre ma place de ma job. Non, au contraire, c'est toujours bien positionné de dire ici, c'est un aide supplémentaire pour être plus efficace dans ton travail, pour pas nécessairement que tu passes des heures et des heures à effectuer des analyses ou à préparer ou être en mesure de plus rapidement préparer les stratégies parce qu'on est en mesure de prédire le comportement de nos clients. Donc, on n'est pas obligé de passer 6 mois d'analyse pour essayer de s'établir sur des on va être à peu près correct en termes de stratégie marketing, par exemple. Il y a tout l'aspect de déploiement, de surveiller l'adoption du modèle, parce que c'est une chose de le mettre. On veut s'assurer que les gens l'utilisent. Hein? C'est tous ces aspects-là de gestion du changement qu'il ne faut pas négliger non plus. Très important, qui sont parfois mis de côté, mais je veux juste. Mon but aujourd'hui est un peu de mettre ces éléments-là en avant-plan. Mais c'est certain ici que c'est pas on part sans trop d'étapes, on part, puis on s'en va, puis go, on fait notre checklist. Il existe des méthodologies, des façons d'approche pour développer ces modèles-là quand on arrive au stade, puisque j'ai mon objectif, j'ai mon résultat. Le scientifique de données a fait un travail en amont, a commencé à établir, à définir, OK, je comprends bien le besoin d'affaires, je comprends son des données. Donc, il existe ce qu'on appelle le CRISP-DM. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, d'autres peut-être pas. D'autres le connaissent peut-être sous d'autres formes, parce qu'aujourd'hui, il a été remis un peu à la saveur du jour avec, par exemple, Microsoft Team Data Science Process Lifecycle. Tu as SAS qui est sorti il y a plusieurs années aussi, son SEMA, le SEMMA. Et tu en as un autre aussi qui a été développé à la fin des années 80, au début des années 90, qui s'appelait le Knowledge Data Warehouse Discovery, si je ne m'abuse. Avec toujours le même mindset qui, au début, était du data mining. Mais on s'entend, du data mining, c'est juste les premiers balbutiements de ce qu'on appelle aujourd'hui la science des données. Il y a encore bien des techniques de forage de données qui sont utilisées aujourd'hui. C'est juste maintenant, on appelle ça la science des données, on appelle ça de l'apprentissage automatique. Donc, cette approche-là, moi, j'aime bien celle-là parce que c'est l'original, puis je trouve qu'elle est claire, elle est simple. C'est cette espèce de boucle entre la compréhension des besoins d'affaires, donc le travail qu'on a fait en amont que j'ai présenté tout à l'heure, comment on arrive à identifier nos besoins, nos initiatives,
Par la suite, incompréhension des données, hein, parce qu'une fois, en même temps qu'on s'assure qu'on a notre objectif, puis on s'assure c'est quoi notre succès, on vérifie, bon, est-ce que j'ai ce qu'il faut, est-ce que j'ai le matériel, ici, les données, pour être en mesure de supporter ce travail-là. Et par la suite, bien, ça ici, on peut aussi, hein, si je n'ai pas l'information, ou au contraire, mon besoin d'affaires, si je n'ai pas l'information pour supporter mon besoin d'affaires, comment je peux recadrer mes besoins d'affaires. Donc, c'est là ici que nos premiers jeux d'expertise, nos analyses d'affaires, peut-être même nos scientifiques de données vont osciller entre les deux. Par la suite, une fois qu'on a cette bonne compréhension-là du besoin d'affaires, puis on sait qu'on a l'infrastructure qu'il faut, bien là, on peut rentrer dans la préparation des données. Donc, même si vous avez un entrepôt de données, parfois, en fait, parfois, presque tout le temps, il faut créer faut préparer les données en fonction pour être consommées dans nos modèles. Donc, ici, ça peut être ce qu'on parle souvent du feature engineering. Donc, on veut être en mesure de créer des nouvelles variables pour être utilisées dans notre modèle. Prenons un exemple on veut prédire les ventes. J'ai les ventes du client, mais ce que j'ai besoin comme information, c'est quoi le total de ces ventes des 6 derniers mois? C'est quoi le total de ces transactions dans les 6 derniers mois? Donc, c'est de prendre l'information et de la préparer pour être en mesure d'utiliser dans le modèle. Mais si on a déjà un entrepôt de données, par exemple, ça facilite grandement ce travail-là parce qu'il n'y a pas l'étape supplémentaire de partir du système source à un entrepôt de données et par la suite aux données que j'ai besoin pour effectuer mon modèle. Modélisation, si on commence à jouer dans l'algorithme, hein, notre scientifique de données travaille sur les algorithmes et teste différents algorithmes. C'est une régression linéaire, c'est un arbre de décision, etc., etc. On teste, on évalue la performance. Puis quand on commence à trouver un candidat, là, on rentre dans l'évaluation. On s'assure que tout est solide, on s'assure que ça fonctionne bien, qu'on va en tirer des bénéfices. On va faire des tests à plus petite échelle. Est-ce qu'on va juste avoir une partie, on va avoir un processus, le processus actuel, et en parallèle, le processus avec le nouveau modèle, puis s'assurer que tout fonctionne bien avant qu'on flippe la switch, puis 100% soit assis sur le nouveau modèle. Puis une fois que ça c'est fait, on a tout le déploiement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour en arriver, puis avoir que le modèle vit, puis qu'à chaque jour, à chaque minute, à chaque semaine, score ou effectue la décision, ou pas effectue, mais effectue la prédiction ou la recommandation qu'il a effectuée. Donc, c'est vraiment ici le processus, mais il ne faut pas arriver et dire « Wow, c'est beaucoup ». Encore une fois, ça donne une approche itérative. Hein, c'est l'approche que nous, on prend de notre côté au groupe. Dans le groupe, c'est comme ça que j'ai toujours approché mes modèles, mes façons de travailler. On veut y aller de la façon d'apporter de la valeur rapidement. Donc, au lieu de rentrer et faire toute l'exploration du besoin d'affaires, comprendre toutes les données de long en large, qu'est-ce qu'on a en place, tout commencer à packager, préparer nos données, modéliser pour couvrir tous les besoins, tout le cadre du projet qu'on s'est mis en place, déployer ça, puis après ça, en faire l'évaluation. Puis là, je viens de réaliser que j'ai inversé les deux. En fait, ça devrait être évaluation et déploiement. Donc, ben, ça peut paraître beaucoup, puis c'est là qu'on peut arriver, là, vous allez dire, ben, ça fait un peu waterfall. Ben, oui, mais il y a façon de le découper en tranches. C'est maintenant de faire une première itération. Donc, on va cadrer une première partie du projet. On va se dire, la première fonctionnalité qu'on veut tenter de faire, ça va être c'est ce qu'on va essayer de développer. Donc, on va s'assurer qu'on la cadre bien, qu'on a bien les données, qu'on va de l'avant, qu'on va modéliser. Donc, ça c'est bien parce que déjà, dès le début, on peut voir est-ce que ça apporte la valeur qu'on a anticipée, ou du moins, ça va dans la bonne direction de la valeur qu'on a anticipée. Donc, nos stakeholders ont rapidement déjà du feedback. Les stakeholders peuvent aussi donner du feedback parce que ça se peut finalement qu'on réalise que c'est pas 100% ce qu'on voulait, donc il faut qu'on pivote un peu. Tout à fait possible. Nos scientifiques de données peuvent rapidement commencer à valider la performance du modèle. L'équipe projet peut avoir du feedback dans le plan et s'assurer qu'on évolue. Est-ce qu'il faut ajuster le plan? C'est là que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une ligne droite. Là, parfois, il faut faire des petits détours quand on veut se rendre à notre succès. Itération 3, etc., etc. Là, on se trouve au stade de revenir avec nos exemples, puis je vais rentrer un petit peu plus en détail avec nos exemples. Donc, je reviens plus sur notre exemple de gestion de projet, où ce qu'on tentait de déterminer, mais quel projet je dois arrêter pour être en mesure de ne pas avoir un impact sur mon investissement ou de ne pas faire en sorte que si j'arrête ce projet-là, ben, je ne serai pas en mesure d'établir ma stratégie marketing parce que ce projet-là est la fondation de tout le reste. Donc, notre scientifique de données va arriver, va se dire, OK, comment je peux l'attaquer, cette initiative-là? Comment je peux y arriver? Ben, c'est là ce qu'on utilise notre boîte à outils. C'est là aussi que le scientifique de données va commencer à avoir ce thinking-là entre comment je peux partir du
de l'objectif et me rendre au résultat. Donc ici, dans mes exemples, ce que j'essaie de vous montrer, c'est un peu vous montrer comment ce cheminement-là peut avoir lieu, puis comment on arrive à avoir un objectif, un exemple, comment on peut trouver la bonne solution pour s'y rendre. Donc, si on revient toujours avec notre exemple, gardez notre exemple en tête ici de j'ai mes projets, je connais les dépendances, les liens entre eux autres, mais je n'ai pas plus que ça. Là. Je ne sais pas ce qui se passe si j'en arrête un. Là, ça se peut que ça ait un effet de bord assez important à travers tous les autres projets que je tente de planifier. Ben, est-ce que je me trouve dans du unsupervised learning, donc ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé? Ici, c'est un type d'apprentissage, des types d'algorithmes, ce qu'on tente un peu, sans donner un objectif clair à notre algorithme, on lui demande trouve-nous des patterns, trouve-nous des liens, des relations entre les différents éléments qu'on te fournit. Donc, le cas le plus typique, c'est vraiment la segmentation de clients, là, qui est un des cas les plus typiques. C'est vraiment dire, ben, voici les plein caractéristiques de clients. Je ne te dis pas qu'est-ce que je cherche exactement, mais regroupe-moi ceux qui ont des comportements similaires. Et de là, on peut commencer à essayer de décortiquer pourquoi il a fait ces regroupements-là. Mais on ne lui a pas dit en amont, regroupe-le comme ça. On l'a laissé aller. Dans notre cas ici, où on tente de comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'arrête des projets et les dépendances, pas super. Là. On n'est pas vraiment, on pense, je ne pense pas qu'on est vraiment dans le cadre de l'apprentissage non supervisé ici. L'apprentissage supervisé, ben ça, c'est le plus, c'est un des classiques, hein? Classification, régression. Donc, c'est vraiment se dire, OK, je sais, moi, les ventes que j'ai faites dans les 6 derniers mois, j'ai 100 000 clients que je sais c'est quoi leur vente dans les 6 derniers mois, j'ai une catégorie d'attributs avec eux. Je vais utiliser ces attributs, puis pour essayer de prédire quels attributs influencent le fait que la personne a dépensé 100, 150 ou 250 000 $ dans notre organisation, pour par la suite appliquer cette recette-là à nos nouveaux clients pour essayer de déterminer, bon, ben, si tu as fait les mêmes caractéristiques que le client, qu'en moyenne mes autres clients qui ont dépensé 200 000, moi, je m'attends que tu devrais dépenser autour de 200 000. Donc, ça, c'est le cas typique de l'apprentissage supervisé. Mais là, ici, on n'a pas d'objectif. On a un objectif, c'est minimiser. Donc, on n'a pas clairement déterminé c'est quoi le threshold qu'on veut. On veut juste trouver le plus petit possible. Donc, un peu dur ici d'utiliser l'apprentissage supervisé. Par exemple, là, dans notre troisième boîte d'outils, on se trouve dans l'apprentissage par renforcement, où ce que ça, c'est le genre d'apprentissage où on fait une action, on regarde qu'est-ce qui se passe, l'algorithme apprend du résultat de l'action qui a été prise, et une loupe de feedback qui revient et qui lui dit « Ah, OK, cette décision-là me fait mal, cette décision-là me fait du bien, cette décision-là va dans la bonne direction. » Donc, on va prendre une autre action qui est un petit peu tout à fait la même, un petit peu pareil. On est en mesure de toujours apprendre. Fait que c'est vraiment comme on voit beaucoup ça au niveau prenez des robots Roomba, par exemple. Vous avez un robot Roomba, ben, vous allez lui dire il va se promener dans votre maison, il va apprendre la maison, puis il va sauvegarder la maison, puis la journée d'après, il va réapprendre, puis il va commencer à naviguer autour. En sachant qu'il va apprendre davantage la maison. S'il y a d'autres obstacles, il va se mettre à jour, puis il va s'adapter en fonction des obstacles qui se trouvent dans votre maison au fur et à mesure qu'il va faire différents tours de roues pour nettoyer votre maison. Donc, on commence peut-être à se trouver dans notre zone de projet où on se dit OK, j'essaie de prendre une action, de voir qu'est-ce qui se passe, puis de cette action-là, déterminer est-ce la bonne ou dois-je en prendre un autre. C'est ici qu'on se dit l'outil sélectionné est peut-être l'apprentissage par renforcement, mais pas nécessairement les algorithmes de deep learning, puis toutes les avancées. Il existe des techniques un peu plus simples et plus faciles à mettre en place, qu'on appelle ici le problème du multi-arm bandit. C'est ça que votre scientifique va dire, j'ai peut-être trouvé quelque chose, le multi-arm bandit, et par la suite, bon, ben là, c'est ici qu'on va se dire, bon, ben c'est quoi le multi-arm bandit, si vous êtes familier avec le projet, avec l'initiative. Un slot machine, ce qu'on appelle un one-arm bandit. Vous en avez 9 devant vous. Chacun a des chances de payer des montants différents. C'est quoi les stratégies que je peux mettre en place pour essayer de déterminer celle qui est la plus payante? Donc, vous voyez qu'on commence à faire un parallèle avec notre problème, notre initiative au début. Donc là, on commence à avoir une solution qui me permet d'arriver à mon succès ici, qui est déterminer c'est quoi le projet avec le moins d'impact sur mon retour sur investissement. C'est là que je peux commencer à dire, bon, ben, je vais enlever un projet, je vais regarder c'est quoi l'impact qui se passe, puis je vais dire, OK, celui-là, c'est peut-être pas le meilleur. Donc, je vais le remettre, puis je vais en tirer un autre à la place. Donc, je vais tirer un autre bras ici, je vais retirer un autre projet, regarder les impacts qui se passent. Donc, on a une phase d'exploration, d'exploitation. Donc, on se trouve un peu dans l'apprentissage par renforcement, mais ce n'est pas nécessairement
le genre de logarithme qu'on va utiliser pour essayer de faire apprendre un robot à naviguer à l'intérieur d'une zone ou à l'intérieur de chez vous pour nettoyer votre plancher. Donc, c'est un peu le mindset ici comment, puis là, en sachant notre objectif, puis en cherchant notre résultat, notre objectif, c'est là qu'on est en mesure de s'assurer qu'on a le bon outil en place, puis que le scientifique de données va commencer à prendre cet outil-là, de sa boîte à outils, et commencer à construire la solution autour de ça. Ça, en fait, pour ceux qui s'intéressent, c'est tout le thinking qu'on a fait au groupe NEOS pour un de nos produits dans notre portfolio de produits qui s'appelle Capability. Donc, si vous êtes intéressé par cet outil-là, je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Il n'y a pas d'enjeu. Ça me fera plaisir d'en discuter, mais ça vous amène. C'est comme ça qu'on a procédé logiquement avec les enjeux qu'on a vus par notre expérience passée pour être en mesure de développer un produit qui nous permet d'avoir cette intelligence-là. Rapidement, je sais que le temps, on approche le midi. Je vais m'assurer que les gens puissent profiter de leur heure de dîner. Là, si on revient sur notre exemple du marketing, on tentait de maximiser les montants qu'un client dépenserait dans les 6 prochains mois chez nous, parce qu'on veut s'assurer qu'il reste toujours engagé, qu'il garde le niveau d'engagement. Même exemple, même problème. Si je reviens dans ma boîte à outils du scientifique de données, comment je peux l'attaquer, ce problème-là? Mais là, ici, le problème, on peut le découper. On peut le découper en 2 morceaux. Le premier morceau, c'est tenter d'identifier qu'est-ce qui fait en sorte qu'un client est hautement engagé. Donc, j'ai des clients, je sais qu'ils dépensent beaucoup, mais est-ce que j'ai des caractéristiques qui font en sorte que je peux regrouper ces clients-là ensemble pour essayer de comprendre est-ce que tous ces clients-là ensemble dépensent plus ou moins que d'autres? Donc, vous voyez, là, je commence à m'en aller tranquillement pas vite dans l'apprentissage non supervisé, dans la segmentation de clients. Donc, tentons de segmenter nos clients pour les regrouper ensemble, pour nous dire, ça, c'est tous les gens qui dépensent beaucoup, ça, c'est des gens qui dépensent moins, puis ça, c'est des gens qui ne dépensent pas du tout. Donc, on rentre dans cet objectif-là. Un autre outil, je veux prédire les ventes, parce que je vais être en mesure de dire, est-ce que tu vas dépenser beaucoup ou pas, pour être en mesure de prendre action sur toi. Est-ce que j'anticipe que tu vas dépenser beaucoup ou non? Donc, est-ce que je dois prendre action sur toi? Puis, est-ce que tu ressembles à mes gens qui sont très engagés? Donc, vous voyez, on commence à être en mode prédiction, on commence à avoir une solution qui utilise la segmentation client, l'apprentissage supervisé. Donc, c'est exactement ici. Ici, on se trouve dans notre boîte à outils. Ce n'est pas juste un outil qui va nous permettre de mettre en place la solution pour répondre à notre objectif, mais c'est une combinaison de plusieurs outils, ici plus spécifiquement la segmentation et la prédiction. Donc, ce qu'on veut faire, c'est regrouper nos clients similaires sans considérer leurs dépenses. On veut juste savoir qui sont les clients qui sont similaires ensemble, déterminer par la suite lesquels qui dépensent beaucoup. Donc, après ça, on peut commencer à regrouper les gens. Bon, mais tu es un client qui ne dépense pas beaucoup, mais tu as les mêmes caractéristiques de quelqu'un qui dépense beaucoup. Donc, on pense qu'on serait capable de pousser la machine plus loin. En même temps, on va essayer de prédire parce qu'on veut pousser la machine plus loin, mais à quel niveau? On ne veut pas nécessairement juste dire dépense 200$ parce que c'est de s'assurer de bien justifier les quantités, les investissements qu'on fait pour s'assurer que les retours sur investissement vont être maximisés. Donc, en nous aidant en anticipant c'est quoi les ventes, en sachant, tu es un client qui a un comportement similaire à quelqu'un de très engagé. Quelqu'un de très engagé, on sait qu'il va dépenser tant dans les 6 prochains mois. Et toi, on anticipe que tu vas seulement dépenser tant. Mais comment je peux combler le gap entre les deux à ce moment-là, puis mettre des initiatives, mettre une stratégie pour s'assurer que je peux fermer le pont entre les deux, justement parce que tu as des caractéristiques similaires que l'autre. Donc, on assume, c'est une hypothèse ici, on assume que tu es en mesure d'avoir les mêmes. Peut-être pas le cas, mais on va tester, puis on va apprendre, puis on va ajuster au fur et à mesure. Donc, ici, on a une combinaison de différents modèles qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Donc, encore une fois, ces 2 exemples-là, en partant de notre stratégie, était juste de pouvoir vous donner un exemple. Voici comment on fait. Là, on a notre planification, on a connu notre outil. Là, c'est là que nos scientifiques de données vont commencer à rentrer et à dire, OK, c'est quoi les données que ça va me prendre pour supporter ces initiatives-là? C'est quoi l'infrastructure? Donc, vous voyez, là, on commence à descendre par la suite, compréhension du besoin, préparation des données, modélisation. Là, on rentre dans notre chaîne par la suite de notre QSBN. Finalement, pour clore le tout, j'espère, je veux rappeler les objectifs, c'est de présenter une approche simple et logique afin d'identifier les opportunités, puis d'identifier les éléments nécessaires pour démarrer ce projet. J'espère que j'ai été en mesure d'atteindre ces objectifs-là avec vous aujourd'hui. Et si jamais vous voulez pousser la discussion plus loin, puis j'espère que ça va déclencher une phase, ça vous a allumé tous et toutes pour vous dire c'est intéressant, je vais voir comment je peux appliquer ces approches-là à l'intérieur de mon organisation.
n'hésitez pas du tout à nous contacter si vous voulez avoir des discussions, si vous voulez qu'on vous aide à raffiner, ça va nous faire plaisir. Puis peu importe le stade, si c'est au début, à la fin, peu importe, là, je veux dire, on est vraiment ici. Je voulais vraiment vous exposer notre façon d'approcher un problème, une solution en IA, puis comment on commence les premières étapes avec notre boîte à outils. C'est toujours comme ça que je le vois. On a une boîte à outils en tant que scientifique de données. On a un problème. On sait c'est quoi qu'il faut qu'on atteigne. On sait le succès qu'on veut se rendre. On sait c'est quoi l'objectif qu'on tente d'atteindre. On a quantifié, on a clairement énoncé comment on va déterminer oui ou non on l'a réussi. Maintenant, regardons dans notre boîte à outils, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil pour être en mesure d'atteindre l'objectif. Ici, c'est vraiment le mindset que je prends toujours puis que le groupe NEOS, on met de l'avant pour résoudre les problèmes et les initiatives, pas les problèmes, les enjeux, les challenges que nos partenaires nous apportent pour être en mesure de maximiser leurs données et de s'assurer qu'ils en tirent le plein potentiel. Donc, c'était tout. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, mais il y a tout. Ça va me faire plaisir d'avoir de plus en discussions avec les intéressés par la suite. Merci, Max. Gros merci pour la présentation. Selon le Q&A, on a quelques commentaires qui ne sont pas des questions, par contre, reliées au webinaire. Merci pour les commentaires. Ils sont tous bien reçus, tous pris en compte. Peut-être laisser encore quelques instants pour des potentielles questions. Faut hésiter. Bernard qui nous dit il y a beaucoup de notions de base évidentes et simples, mais il est très important de les mentionner comme vous l'avez fait. J'aime bien votre vulgarisation de machine learning. Merci. Bon, un commentaire positif. Merci, Bernard. Merci Bernard, très apprécié. Merci. Donc, des commentaires positifs. Merci pour la bonne présentation. On vous laisse là-dessus, messieurs, dames. De mon côté, je vais m'assurer que vous recevez là, bel et bien les ressources du webinaire d'aujourd'hui. Comme Maxime l'a mentionné, on reste disponible vraiment, peu importe où vous vous trouvez dans le cycle de vie de votre projet, que ce soit dans les tout débuts, vous explorez des différentes éventualités ou que vous avez déjà lancé un projet que vous aimeriez avoir peut-être un œil externe sur vos initiatives. On reste disponible pour ça. Maxime, si tu veux peut-être passer à la dernière diapositive avec les contacts. Oui. OK. Et voilà, super. Donc, vous avez info@groupeneos pour des questions un peu plus générales. Vous avez le contact à Maxime également si vous désirez le rejoindre directement pour poser des questions peut-être plus précises et plus pointues. Bernard, la question est reçue. On vous répond par courriel dès que le webinaire se termine. C'est une bonne question, Bernard. C'est une question qui est très compliquée. Ça va me faire plaisir de tenter d'y répondre soit via courriel ou on peut se prendre un 5 minutes. Là, ça va me faire plaisir aussi. Super. Donc, messieurs, dames, merci. Merci d'avoir participé. Questions, commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Entre-temps, on vous souhaite un excellent jeudi et on espère bien vous revoir au prochain rendez-vous. À bientôt. Merci beaucoup.